Bonjour et re-bienvenue à Cap Emploi en direct pendant cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées sur Twitch. Donc c'est une émission en direct où on peut répondre à vos questions sur l'emploi et sur le handicap à travers plusieurs émissions thématiques, comme vous avez pu le voir jusqu'à maintenant. Et des chargés de mission sont présents également sur le chat pour répondre à toutes vos questions sur l'emploi et le handicap. Et là, normalement, c'est Charlotte qui doit être là et qui nous dit bonjour déjà sur le chat. Bonjour Charlotte. J'espère que ça va bien et j'espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. N'hésitez pas donc à poser vos questions en direct sur le chat et puis on pourra toujours y répondre aussi à l'oral si jamais ça concerne le sujet du jour. Alors on va passer à présent une heure avec Johansen qui est non-voyant, comme les deux invités de l'émission précédente, et lui aussi a essayé le matériel de bipède. On en parlera un petit peu après, mais avant tout, bonjour. Bonjour Johan. Bonjour Guillaume, bonjour à vos abonnés. Comment ça va ? Bien. Donc avant de commencer, monsieur Johansen, vous avez essayé le matériel de bipède, donc Noah, dont on a parlé dans l'émission juste avant. En démo, quelles sont vos impressions ? Moi, je trouve que c'est un matériel qui est vraiment très prometteur, qui peut certainement répondre à des tas de problématiques et qui a le mérite de pouvoir être encore adapté et évolutif. Il est encore évolutif, c'est ça qui est intéressant. Ok, très bien. Merci pour ce petit retour qui nous permet de faire une petite transition en douceur avec l'émission précédente. Alors, Johan, est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et votre parcours ? Alors moi, je m'appelle donc Johan, j'ai 55 ans et je suis né avec un glaucome congénital, donc qui a été diagnostiqué à l'âge de 1 an et demi. Donc dans les premiers temps de ma vie, j'ai été scolarisé en maternelle dans une école ordinaire. Et ensuite, j'ai été orienté vers Santifontaine, qui est situé à Nancy, où j'ai donc intégré Santifontaine à l'âge de 5 ans jusqu'à ma 3e. Donc, à l'âge de 5 ans, arrivé en internat, donc c'est pas forcément très facile. Mais il se trouvait simplement que mon père faisait les postes en 3-8 et ma mère n'avait pas le permis. Donc, c'était pas possible de venir me récupérer quotidiennement à Nancy. Ensuite, je suis passé à Georges de la Tour, donc un autre lycée de Nancy. Donc là, c'était un lycée ordinaire. Ah, il y a aussi un lycée Georges de la Tour à Nancy ? Oui, il y a aussi un lycée Georges de la Tour. Alors l'avantage de ce lycée, c'est qu'il a une cellule d'accompagnement d'étudiants, pas d'étudiants, d'élèves en situation de handicap. Alors c'est un avantage et j'ai envie de vous dire, en même temps, c'est un inconvénient. L'avantage, c'est qu'effectivement, on peut être aidé. L'inconvénient, c'est que ça nécessite pour une personne en situation de handicap de devoir travailler encore plus que les autres élèves. Donc ça veut dire que ça rajoute du temps. À l'époque où j'étais à Santifontaine, ce qui était merveilleux à Santifontaine, c'est qu'on était face à des profs qui savaient enseigner, qui avaient été formés pour enseigner à un public déficient visuel. Et au lieu d'être dans des classes de 30 élèves, on était dans des classes de 10-12 élèves. Donc là, l'enseignement était vraiment personnalisé et c'était vraiment très, très bien. Une fois que j'ai quitté le lycée, j'ai tenté la fac. J'ai voulu faire un DOG-B à la fac de sciences de Nancy. Alors, je ne suis pas resté très, très longtemps parce que j'avais beau être assis au premier rang en amphi, je ne voyais ni ce que le prof écrivait sur son tableau, ni ce qui pouvait être projeté sur un écran. Ah oui. Donc, je me suis dit, je vais aller voir le prof en lui expliquant ma situation. Peut-être qu'il voudra bien me donner ses cours avant ou juste après le cours. Ça a été, ils ont refusé, tout simplement. Ah. Donc, voilà. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, ce sont leurs cours et qu'ils ne veulent pas les distribuer. Ah oui, d'accord. C'est tout, c'est aussi bête que ça. Ok, d'accord, oui, ok. Et à l'époque... c'est vrai qu'à la fac, on n'avait pas non plus une cellule d'accompagnement. Aujourd'hui, dans toutes les facs, je pense, vous avez un service qui s'occupe d'accompagner les personnes en situation de handicap. À mon époque, ça n'existait pas. Donc, du coup, j'ai décidé de ne même pas aller jusqu'au partiel. Et donc, je me suis tourné vers... à l'époque, j'habitais en Meurthe-et-Moselle. Donc, je me suis tourné vers en 1054, Cap Emploi 54. Ouais. Pour être réorienté vers une formation AFPA. Donc j'ai fait une première formation de technicien supérieur en électronique et automatisme industriel.
que j'ai obtenu, donc un niveau BTS, Bac plus 2. Ce qui m'a permis de commencer un peu ma carrière. Donc j'ai travaillé 2 années dans un bureau d'études nancéen où on fabriquait des machines-outils pour le domaine de l'industrie, de l'agronomie et de la chimie. Donc c'était vraiment intéressant. Sauf que moi, mon handicap continuait pour moi à évoluer et je voyais de moins en moins. Donc il était un peu dangereux de pouvoir mettre les mains dans les armoires électriques. Donc j'ai fait le choix d'arrêter en fait ce travail-là pour travailler pour à l'époque une start-up qui son activité principale c'était le web et on avait à l'époque créé le premier site d'enchères en ligne qui s'appelait d'ailleurs Enchères Online. Ah. Ils sont pas allés chercher le C'était en quelle année? Au début des années 2000. Hein. Ah ouais, donc c'est vraiment, C'est vraiment un vieux routard du web, quoi. Ah oui, 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 oui. Manque de bol, la start-up a fait start down un peu de temps après. Mince. Donc ça, mais bon, à l'époque, c'était un peu la folie des start-up et effectivement, il y en a beaucoup qui n'ont pas resté longtemps en place, qui ne sont pas restés longtemps en place. C'est dommage parce que l'idée était bonne. L'idée était bonne et puis, mais ils ont vu trop grand. C'est-à-dire ils ont réussi à lever, je crois, 50 millions d'euros ou de francs à l'époque. Non, c'était peut-être encore des francs à l'époque, je ne sais plus. Et ça, ils les ont brûlés en très peu de temps parce qu'ils ont embauché plus de 200 collaborateurs d'un coup. Ah oui. Donc voilà, ils ont vraiment mal géré leur argent. Donc moi, et c'est à peu près à cette époque-là que je situe l'arrivée de ma cécité. Parce que quand on a un glaucome, la cécité, c'est pas jour-nuit du jour au lendemain, c'est une extinction progressive. Donc moi, je situe ça à peu près à l'été 2001. Donc ouais, il y a à peu près 25 ans donc. À peu près 25 ans. Donc j'avais un petit peu anticipé. J'avais pris des cours de locomotion avec le GIA, pas des cours de locomotion n'importe quoi, des cours de braille avec le GIA à Nancy. Et je me suis quand même orienté en février, donc février 2001, vers un centre de rééducation fonctionnelle en région parisienne, où là, effectivement, j'ai appris la locomotion, j'ai appris à faire à manger, à faire de la couture, toutes des aides qui peuvent m'aider dans la vie quotidienne. Et sorti de cette formation, de cette période de 2 mois de rééducation, j'ai fait le choix de retourner en formation AFPA, mais cette fois-ci pour être formateur professionnel pour adultes. Donc là encore, alors j'ai pas eu le titre dans le sens où le titre comportait 3 modules, un module d'ingénierie, mais qui était l'année suivante des 2 premiers modules. Donc j'ai pas pu moi attendre parce que j'avais trouvé du boulot entre-temps. Donc j'ai en tout cas les 2 premiers modules d'accompagnement et d'animation de séances de formation. Ensuite, j'ai fait un petit peu de bénévolat à l'AVH de Nancy, qui dans le même temps ouvrait un club informatique. Donc j'ai été nommé responsable du club, je formais les gens. Et en 2005, j'ai réussi à rentrer à l'association des chiens guides du Grand Est pour environ 14 ans. Donc là, dans cette association, on avait mis en place un service d'aide à l'insertion socio-professionnelle. Donc, je m'occupais à la fois de formation pour les déficients visuels, de sensibilisation au handicap dans les écoles et parfois en entreprise aussi, et de l'étude et de l'aménagement de postes de travail. Et je donnais des conseils à qui voulait bien les entendre autour de l'accessibilité numérique. Ah, déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Vous étiez vraiment un pionnier, oui, quoi. Oui. Moi, en fait, j'ai suivi une formation en 2011. En 2011 qui s'appelait Expert AccessiWeb. Donc c'était un référentiel qui a existé avant le RG2A. Parce que c'est même pas qu'il existait avant. Le RG2A existait, mais il n'était pas, personne ne le travaillait. En fait, il était fait dans un coin et personne ne s'en occupait. Donc il y a une personne qui a décidé de sortir un autre référentiel jusqu'à ce que le gouvernement décide, non, on va reprendre le RG2A puis on va le mettre en avant des autres. Ensuite, après cette période au chien guide, j'ai décidé de retravailler parce que j'étais un peu perdu, je savais pas trop exactement ce que je voulais faire et comment je voulais le faire. J'ai donc intégré une pré-op à l'EPNAC à Metz. Donc pour ceux qui connaissent pas l'EPNAC, en fait, c'est un centre de formation, hein, Oui. Guillaume, tu confirmes, qui n'accepte exclusivement un public en situation de handicap. Oui. Moi, ça m'a permis sur 14 semaines de travailler sur mon projet professionnel.
Ce qui m'a permis au cours de ce stage, au cours de cette formation, de faire un stage dans une société qui s'appelle Tanaguru, qui est spécialisée en audit d'accessibilité numérique. Donc j'ai fait un stage chez eux, ça m'a permis un peu de voir vraiment ce que c'était que le métier. Et du coup, est-ce qu'il y avait d'autres personnes en situation de handicap dans cette entreprise-là? Oui, il y avait une stagiaire, mais qui avait un bac plus 5 déjà, qui était déjà une pointure. D'accord. Et qui était là pour faire du développement. Et puis, à l'automne 2021, j'ai fait le choix de créer ma micro-entreprise pour continuer ce que je faisais quand j'étais au Chien Guide, c'est-à-dire former les publics en situation de handicap visuel. Et je me suis intéressé à la conception de sites web, mais implémentant l'accessibilité numérique. Ouais, ça, justement, on va en parler. Là, je vois qu'il y a sur le chat des gens qui demandent qu'est-ce que ça veut dire RG2A. Et donc, il y a Charlotte qui répond, c'est le référentiel général d'information de l'accessibilité. C'est bien ça? Alors, non, c'est le premier A, c'est amélioration. Ah, amélioration. Ah oui, c'est moi qui m'a lu. Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit du tout. Information. Oui, j'ai dit n'importe quoi, évidemment. Oui, donc vous avez créé une société qui s'appelle Univinfo, mais avant ça, je voulais vous demander, est-ce que vous avez été suivi par Cap Emploi à un moment? Oui, alors j'ai été suivi par Cap Emploi, je crois que c'était à l'époque où j'ai intégré les PNAC. D'accord. Et ensuite, je ne sais pas qui a décidé, mais on était à peu près dans la même époque où, alors c'est toujours d'actualité d'ailleurs, où la volonté était de regrouper les Cap Emploi et les France Travail, enfin Oui, les pôles. c'est le lieu d'accompagnement unique. Voilà, c'est ça. Donc moi, on m'a dit que que je ne sortais de Cap Emploi et pour être suivi par Pôle Emploi. D'accord. Ça n'a pas été une bonne décision. Ok. Non, parce que honnêtement, moi, pour avoir connu autant Cap Emploi 54 et 57, l'accompagnement au sein d'un Cap Emploi est beaucoup plus personnalisé. Vous avez plus de temps, j'imagine, moins de dossiers forcément. C'est ça, oui. Et donc, l'accompagnement est quand même plus personnalisé que ce qu'on peut trouver auprès de Pôle emploi, France Travail maintenant. Ok. Alors du coup, vous avez créé donc une société, Univinfo, une entreprise donc engagée pour un numérique accessible à tous qui œuvrait pour rendre le web inclusif et universel, le tout à travers des prestations telles que des audits d'accessibilité, un accompagnement à la mise en conformité, des formations spécialisées et le développement de solutions numériques inclusives. D'où est venue donc cette envie et voir ce besoin de créer cette société? Vous avez un peu répondu déjà à cette question. Alors, moi, ce que je voulais faire, en fait, c'était fermer le cercle, dans le sens où, en tant que formateur, et aussi en tant que personne aveugle, le constat que je faisais, c'était que le web était plutôt hostile ou austère, en tout cas, à des publics en situation de handicap. Moi, parmi les personnes que j'accompagnais dans le cadre de formation, je me rends compte bien qu'ils avaient d'énormes difficultés à comprendre comment était fait et organisé le web et à naviguer. Et bien souvent, la difficulté venait de non-conformité avec ce référentiel. Donc, j'ai eu envie de créer cette société pour agir envers les professionnels pour qu'ils puissent proposer des services en ligne accessibles, et d'un autre côté, envers les utilisateurs pour leur apprendre à maîtriser leurs outils pour que quand un site était accessible ou moyennement accessible, qu'ils arrivent quand même à s'en sortir. C'était un peu l'objectif. Ok, du coup oui, c'est un bon objectif, hein. Et donc depuis 2025, en juin 2025, en plus des sites publics qui appartiennent aux services de l'État, certaines entreprises privées, sauf les entreprises de moins de 10 personnes ou dont le chiffre d'affaires ou le bilan n'excède de pas 2 millions d'euros, sont aussi considérées par l'obligation d'accessibilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette réglementation? En fait, le 28 juin 2025 est rentré en application un décret qui transposait la loi européenne dans la loi française. Donc, ce décret, effectivement, a étendu, parce qu'avant ce décret, seules les entreprises du secteur privé qui avaient un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros par an étaient tenues de publier une déclaration d'accessibilité. Ils n'étaient pas tenus de proposer un service accessible,
mais simplement de publier une déclaration qui disait, ben voilà, moi, mon site, il est conforme à tant de pourcents. Voilà. À partir du 28 juin 2025, cette obligation, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, étendue à toute structure ayant soit 10 salariés ou un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 2 millions. Un chiffre d'affaires, parce que là, moi, j'avais vu un bilan, ouais, donc le chiffre d'affaires. Ouais. Le chiffre d'affaires. Ok. Et pour le secteur public, alors là, c'est encore plus strict. Toutes les structures d'État ou assimilées doivent certes publier une déclaration d'accessibilité, mais doivent aussi être accessibles. Donc, par exemple, les sites de Cap Emploi ou de Pyramides, l'association qui porte Cap Emploi en Moselle. Oui, parce que vous êtes considéré comme une association délégataire d'une mission de service public. On n'a pas 2 millions de bilan parce qu'on ne peut pas, parce qu'on est une association. Mais en effet, on est assimilé donc à un site public et c'est normal puisqu'on a une mission de service public. Et du coup, cette réglementation-là, ça fait pas longtemps qu'elle est en place. Comment vous avez, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez appris qu'elle allait se mettre en place comme ça? Ah ben moi je me réjouissais parce que je me suis dit bah c'est bon, on arrive au bon moment pour monter Univinfo. Sauf que c'est pas les réalités du terrain. Oui, bah oui, forcément. Aujourd'hui, bah pour nous, l'exemple de Cap Emploi 57. Moi j'ai contacté d'autres Cap Emploi. Vous êtes les seuls à avoir répondu positivement. Ah d'accord. Je dirais pas lesquels autres j'ai contacté. Mais et en même temps, je dirais que pour un Cap Emploi, il y a certes l'aspect législatif, juridique qui est important, mais il y a aussi un aspect de cohérence. C'est-à-dire, vous êtes une structure qui agissait, qui intervenait pour un public en situation de handicap. Bah, il me semblait cohérent qu'une structure comme la vôtre se conforme à cette exigence. Alors, je sais que en fait, les sites de Cap Emploi, en réalité, sont générés par Keops, voilà, qui lui-même est en audit avec Orange, je crois. Donc, il travaille. Et je sais qu'il travaille sur le sujet-là. Et en fait, toutes les modifications seront répercutées sur tous les sites de Cap Emploi de toute la France. Mais nous, en fait, surtout là où on a fait appel, c'est vous qui nous avez sollicité, mais donc du coup, on a répondu, c'est par rapport au site internet de Pyramides, donc l'association qui porte Cap Emploi en Moselle. Donc c'est pyramide-est.fr. Donc on a fait avec Univinfo donc un audit. Et est-ce que vous pouvez raconter comment ça se passe de votre côté, justement, comment vous réalisez des audits et quelle était la marche à suivre en fait? Alors pour réaliser un audit, on essaye le plus souvent de le faire conjointement avec le client, dans le sens où un audit ne se fait pas sur l'intégralité du site, mais sur un échantillon de pages. Donc, nous, on aime bien impliquer le client. Donc, l'idée, c'est de travailler avec lui la définition de cet échantillon. Alors, on va lui dire, voilà, telle page-là, par exemple, la page d'accueil, c'est une page obligatoire, donc on la mettra de fait. Mais après, pour les autres pages, en fonction du contenu, on constitue l'échantillon de cette manière-là. Dans l'échantillon, on va essayer par exemple d'intégrer des pages qui sont complexes, de manière à essayer de couvrir l'intégralité des critères. Par exemple, si vous avez deux pages assez proches, mais une qui contient une vidéo, donc forcément un lecteur multimédia, on va plutôt sélectionner cette page-là, plutôt qu'une autre qui n'en aurait pas. Voilà. Donc, une fois qu'on a sélectionné l'échantillon, le consultant d'accessibilité reprend chacune des pages, prend d'un côté le RG2A, donc le référentiel, qui lui comptabilise 106 critères. 106 critères répartis sur 13 thématiques. Donc, dans les thématiques, il y a par exemple les images, la couleur. D'ailleurs, justement, j'ai fait une petite capture vidéo du site de Pyramides Est. On va regarder quelques images. Comme ça, en même temps, ça illustre un peu ce que vous dites. Donc, il y a le multimédia, les éléments obligatoires, les formulaires, etc. Donc, il y a 13 thématiques. Donc, 106 critères. Et pour chaque critère, il y a en moyenne 2,5 tests à réaliser pour pouvoir dire ce critère-là est conforme ou pas. Ouais. Tout à fait. Alors, je suis en train de regarder parce que moi, j'ai l'audit
que vous avez réalisé pour nous, je l'ai sous les yeux. Donc du coup, je vois 32 critères conformes, 32 critères non conformes et 42 critères non applicables. Bon, alors, ça veut dire que c'est des critères qui ne nous concernaient pas vraiment. Donc en gros, on était, si je me trompe pas, à 50% en fait d'accessibilité. Est-ce que c'est un pourcentage qui est fréquent? En fait, les résultats, ils sont donnés sous 3 formes. Soit non conformes, donc ça veut dire avec un pourcentage de critères réussis inférieur à 50%. Ensuite, on a la deuxième tranche dans laquelle vous vous trouvez, donc entre 50 et 99,9%, qui est donc partiellement conforme. Et ensuite, là, rare, les critères où ils sont, enfin, les 100% de critères sont réussis. Oui, c'est impossible en fait d'atteindre les 100% parce qu'il y a toujours quelque chose, il y aura toujours. Disons que ça va être plus facile pour un site qui n'a pas de tableau, qui n'a pas de. Oui, un site très simple, très basique. Oui, voilà. Et encore, c'est pas parce qu'un site est conforme à un instant T qu'il le sera pas le lendemain. Exactement, oui, parce que les navigateurs Internet, ça change. Les terminaux Internet, que ce soit un écran d'ordinateur ou un smartphone, ça change aussi. Donc oui, effectivement. C'est surtout ce qui risque aussi de casser cette accessibilité. C'est tout simplement que sur un site, vous avez un contributeur, donc qui va rédiger des articles. Si dans sa façon de rédiger l'article, il ne respecte pas un critère, ça y est, votre site, il est plus conforme. Complètement, oui, c'est vrai. Par exemple, le simple fait de respecter la typologie, un sens de lecture, par exemple, titre, paragraphe, enfin ce genre de choses. C'est par exemple, et aussi de mettre des alt textes dans les images. Alors vous m'avez dit, si je me trompe pas, vous me corrigez si jamais je me trompe, mais de pas mettre forcément de description d'image si c'est une image qui est purement décorative et qui n'apporte rien de particulier, qui est redondante, par exemple, avec ce qu'il y a dans l'article, vaut mieux ne rien mettre. C'est ça. En fait, la règle, c'est, quelle que soit l'image, il faut absolument mettre l'attribut alt. Ça, c'est impératif. Maintenant, cet attribut alt, soit on le renseigne si l'image est porteuse d'informations. Si c'est une image décorative, on met un alt vide. Donc, on met rien entre les guillemets. L'intérêt, c'est si vous mettez quelque chose dans le alt. Quand on va naviguer avec un lecteur d'écran, notre lecteur d'écran va nous indiquer graphique et puis quelque chose derrière. Mais si ce graphique ne nous apporte rien, pour nous, utilisateurs de lecteurs d'écran, ça fait du bruit inutile. Oui, par exemple, c'est vrai que des fois, ce que je faisais, c'est que, j'ai corrigé depuis, je reprenais l'affiche d'un événement où dedans il y avait tel salon, job dating, telle date, c'est à tel endroit, etc. Mais c'est exactement le contenu de l'article en lui-même en fait. Donc du coup, ça faisait que ça faisait un doublon quelque part. C'est ça faisait un doublon. C'est ce que j'allais vous dire, mais vous avez été correctement jusqu'au bout. Effectivement, si dans la fiche il y a du texte, là on est obligé de mettre un alt qui traduit le texte. Maintenant, si l'information est redondante avec l'article, on peut admettre de ne pas traduire le texte. Voilà, c'est pour ça qu'après, c'est un peu triste. Je vous dis, j'ai mis toutes les informations dans le alt texte, mais c'est vrai que c'était pas très utile forcément. Il y a forcément une façon de bien écrire un alt texte. Il faut que ce soit une image qui apporte effectivement, donc comme vous le disiez, une information supplémentaire, et il faut décrire l'image, la décrire vraiment. Alors, dans la description de l'image, sauf qu'il y a deux choses. Il y a le alt qui va vous permettre de vraiment donner une courte description. Et après, si l'image nécessite une longue description, vous avez un attribut différent pour introduire une longue description à une image. Par exemple, sur un réseau social comme Blue Sky, on peut aller jusqu'à 2000 caractères pour décrire une image. Oui, 2000 caractères, ça fait déjà pas mal. Oui, c'est assez conséquent. Après, il ne faut pas forcément être trop dans le descriptif. L'important, si vous voulez, c'est que l'image, son contenu soit compréhensible. Peut-être des fois, il faut juste contextualiser l'image plus que la décrire alors. Il y a des images qui vont nécessiter très très peu de description. Maintenant, prenons un autre type d'image qui serait un histogramme ou un camembert. Là, effectivement, il va falloir vraiment décrire. Ah oui, voilà. Tout à fait, oui. Donc, décrire l'histogramme et puis décrire les valeurs. C'est ça. Voilà, tout à fait. Alors, je vois, il y a Pigeon Gratuit qui est dans le chat. Bonjour, Pigeon Gratuit.
Donc, on est en train de parler d'accessibilité Internet. Alors, justement, je voyais... Alors, j'ai fait des corrections sur le site. Donc, si on était à 50% au moment où vous nous avez rendu l'audit, j'ose imaginer qu'on est à plus de 50%. Alors, je ne saurais pas à combien on est. Mais par exemple, c'était vraiment très, très précis. Il y avait un truc qui a été facile à corriger. C'est le contraste des couleurs. Parce que, en fait, j'avais utilisé la charte graphique du site internet de Pierre Milès, c'était celle du logo de Pierre Milès, donc un orange assez clair, mais pas trop clair non plus, et puis un vert un peu herbe comme ça. Donc, ça me paraissait suffisamment contrasté. Mais finalement, ça ne l'était pas assez. Et du coup, il y a des outils sur Internet qui permettent justement de modifier les couleurs utilisées pour obtenir un ratio d'au moins, c'est quoi? C'est 3,1, un truc comme ça? Alors, il y a deux ratios. Il y a le ratio, on va dire, pour du texte sur un fond coloré qui doit être de 4,5. Ouais. Et ensuite, alors pour le texte, ce ratio peut diminuer si le texte est en taille 14 et en gras. D'accord, oui, voilà. Là, à ce moment-là, si c'est le cas, on peut descendre à 3,2. Alors là, en fait, ce que je suis en train de dire dans l'audit, c'était pas pour du texte, c'était par exemple pour le contour pour un composant d'interface. C'est ça, voilà. Là, c'était en l'occurrence pour un contour de champ de recherche, en fait. Donc là, on est à 3,2. C'est ça, ouais. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi les conseils. J'ai modifié toutes les couleurs pour que ce soit bien lisible partout. J'ai augmenté la taille des textes. Et puis voilà, donc c'était assez intéressant quand même à voir. Bon, alors c'est un site que j'avais fait sur WordPress, mais du coup j'ai quand même pu faire pas mal de corrections assez facilement. Mais du coup, alors, l'intérêt de WordPress, c'est qu'il y a quand même certaines habitudes qui vont implémenter dès le départ. Tout à fait. Notamment, par exemple, définir la langue du document. Ça, maintenant, je pense que vous avez peu de thèmes qui n'intègrent pas ça. En revanche, ce qui peut être compliqué, c'est que comme vous avez recours à des extensions, vous n'avez pas forcément la main sur ces extensions. Notamment les vidéos YouTube ou par exemple les lecteurs de podcasts, parce qu'on a des podcasts aussi sur le site de Pierre Milest. Et là, effectivement, on a de la transcription qui est faite sur ces podcasts-là, mais cette transcription, elle n'est pas forcément liée au bon endroit du fichier audio, et donc du coup peut-être vous pouvez pas la trouver en fait. Non, alors là la technique c'est de développer soit de redévelopper complètement une extension, mais ça il faut faut pouvoir le faire. Et après il faut aussi pouvoir le faire, c'est partir d'une extension existante et développer un code adapté qui intègre l'accessibilité. Mais de toute façon l'un ou l'autre il faut savoir coder. Oui. Et puis même surtout, là, en l'occurrence, c'est un contenu qui est hébergé par un tiers, mais si ce tiers-là, en plus, il modifie des choses dans son code à lui, ça risque en plus de tout foutre en l'air. Là, vous n'avez pas la main. On n'a pas la main du tout, donc on ne peut pas du tout le maîtriser. Donc, c'est vrai que la technique, à la rigueur, c'est de simplement faire un hyperlien renvoyé vers le truc extérieur au site en disant... ça c'est le problème de l'autre site, mais c'est pas forcément non plus une bonne solution parce que si le tiers ne fait pas le travail lui-même, finalement ça tourne en. Mais après le consortium, l'Adinum qui est orchestrateur du RG2A a pensé à ce genre de situation. Ah oui, d'accord. Dans le sens, par exemple, ce que dit l'Adinum, c'est que vous devez garantir, même si c'est un service tiers, à ce que ce service tiers-là soit accessible, à condition où vous payez ce service. Si vous ne payez pas le service, il est exempt de l'audit. D'accord. Alors, j'ai une question pour vous, Yoann, sur le chat. C'est Aurélie qui demande concrètement où en est l'entreprise de Yoann aujourd'hui. Alors, bonne entreprise aujourd'hui, je suis en train de la fermer, tout simplement. Ah mince. Je suis en train de la fermer, tout simplement parce que, j'ai eu quelques déconvenues. Je me suis associé avec une personne qui me semblait indispensable puisque techniquement, il était très au point et que pour la partie accessibilité, je ne pouvais pas me passer d'une personne avec ses compétences. Seulement, quand il a fallu solliciter les banques pour avoir un prêt, la banque nous a demandé l'avis d'apposition de chaque actionnaire. Sauf que cette personne-là a été incapable de le produire.
Ah. Donc, je n'ai pas pu soumettre c'est dommage parce que mon prêt bancaire à la banque. Mais vous avez peut-être un moyen de rebondir, de créer une autre structure. C'est quoi vos projets justement du coup? Alors là, en ce moment, je suis en liquidation depuis le 4 novembre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une autre structure qui va me permettre de continuer toute la partie formation que je faisais déjà auprès des publics déficients visuels. Et pour la partie audit, il y a des choses que je vais pouvoir faire moi, mais quand on est aveugle, on ne peut pas faire un audit complet. Mais après, j'ai des moyens de travailler avec des partenaires. D'accord. Très bien. Alors du coup, une question un petit peu technique. En même temps, on est dedans depuis le début. Quelles sont les 10 erreurs commises par les développeurs les plus fréquentes sur les sites Internet en général que vous rencontrez au quotidien dans votre navigation Internet? Alors, je crois que je compte, allez-y. Alors 10, je ne sais pas s'il y en aura 10, mais la première erreur que l'on rencontre le plus souvent, c'est ce que vous évoquiez, c'est le contraste des couleurs. Ah, c'est le truc le plus fréquent, c'est vrai? Ça, c'est le truc le plus fréquent. Il y a beaucoup de modes sombres sur les sites Internet maintenant. Est-ce que ça aide, ça, par exemple? Pas forcément, parce que le mode sombre va à la fois changer la couleur de l'arrière-plan et la couleur du texte. Oui. Donc, si on change les deux couleurs d'un ratio identique, on risque fortement d'avoir le ratio couleur de fond sur couleur de texte qui soit lui aussi identique. D'accord. Parce qu'en fait, en général, souvent, quand il y a un mode sombre, c'est grosso modo une écriture blanche sur un fond très sombre, en contraste avec du noir sur du blanc, quoi. Alors, si c'est du noir sur du blanc, là, vous êtes tranquille. Oui, l'inverse. Là, c'est forcément accessible, c'est forcément conforme. Il y a Aurélie qui est désolée pour vous et qui vous remercie pour votre transparence par rapport à votre votre réponse de tout à l'heure. Et du coup, alors, donc, premier grand truc, c'est les couleurs, contraste des couleurs. Les couleurs. Ensuite. Après, qu'est-ce qui peut être bloquant? Ah bah oui, ce qui peut être bloquant, c'est par exemple quand vous naviguez, une personne en situation de handicap qui a la vision, bien sûr, mais qui va naviguer exclusivement au clavier sans utiliser la souris. Elle va naviguer en tabulant au clavier. Et en fait, donc son focus doit se déplacer tout au long de la page, mais si on lui montre pas où est placé le focus, il sait pas où il est. Donc en fait, le focus doit être mis en évidence. Alors, c'est-à-dire? En fait, bien souvent, vous repérez sur certains sites où la position de focus est symbolisée. Par exemple, si vous arrivez sur un bouton, le bouton va avoir un contour coloré. D'accord, oui, ok. Donc, il faut que cette signalisation soit présente et que la couleur utilisée pour représenter le focus respecte aussi les contrastes de couleurs. Bien sûr. Là, en l'occurrence, justement, l'exemple que je donnais tout à l'heure par rapport à mon champ de recherche, c'était ça en fait. D'accord. C'était le contour pour le focus quand on passe la souris dessus pour que le contour de couleur soit suffisamment contrasté pour qu'on le remarque, parce que avant il n'était pas suffisamment épais ni contrasté avec la couleur de fond. D'accord. C'était ça. Après, ce qui peut être bloquant aussi, ce sont les formulaires. Alors dans les formulaires, on peut rencontrer plusieurs choses. On peut rencontrer des champs d'édition, mais qui ne sont pas liés à un label. Donc visuellement, on peut voir effectivement prénom et les champs à côté. Mais si le lien n'est pas fait, une personne qui va naviguer avec une synthèse vocale, elle va arriver dans un champ et elle ne saura pas si on lui demande le nom, le prénom ou autre champ. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est... Voilà. Après, pour les formulaires, ce qui est important, c'est la gestion des erreurs aussi. Si une personne saisit son prénom, enfin un prénom en tout cas, ou qu'elle oublie de le saisir et que ce champ-là est obligatoire, il faut qu'on puisse lui dire. Mais il ne faut pas qu'on lui dise corriger les champs indiqués par la couleur rouge. Parce que là, pour le coup, une personne aveugle ne peut pas savoir lesquels sont rouges et pas rouges. Donc il faut vraiment avoir des messages explicites sur le type de champ en défaut et le type de défaut. Est-ce que le champ n'est pas rempli alors qu'on attend à ce qu'il soit rempli? Est-ce qu'il est rempli mais qui contient des caractères qui ne sont pas cohérents? Par exemple, si on attend un prénom et que dans le prénom vous rentrez un chiffre, c'est pas cohérent. Donc ça, vous devez le prévoir aussi au niveau du développement. Idéalement, il faut que l'erreur soit annoncée
Donc là, on utilise une technique qui est le ARIA. ARIA, ça permet à l'interface de discuter avec le lecteur d'écran. Donc le voyant, lui, n'entend rien, ne voit rien. Par contre, le message remonte au niveau du lecteur d'écran. D'accord. Alors, j'ai une question sur le chat qui dit, j'imagine que trop d'éléments sur une page, c'est égal à trop d'appui sur la touche Tab et donc une navigation inconfortable. Absolument. Moi, je sais que j'avais un exemple. C'était une mairie d'un arrondissement parisien qui, pour arriver à un point précis, nécessitait une 60aine de tabulations. Ah ouais, waouh. Ah oui, Voilà. quand même. Donc, il fallait être courageux. Ah ouais, en effet. Mais le site était accessible. Oui, il l'est, mais... Tout était respecté. Mais, enfin, si vous voulez, moi, je différencie deux choses. Je différencie l'accessibilité normative. Donc, on doit répondre à un certain nombre de critères d'un référentiel. Et il y a aussi l'accessibilité fonctionnelle. D'accord. Donc, mais ça n'a rien à voir, en fait. Si vous voulez, c'est pas parce que d'un point de vue fonctionnel, vous n'êtes pas bon que votre audit en accessibilité va vous épingler. Très bien. Le type d'exemple que je rencontre souvent, vous avez un formulaire, vous avez le label du formulaire, donc vous savez qu'on vous demande votre prénom, vous avez le champ d'édition qui est bien labellisé, donc vous savez que c'est là qu'il faut saisir votre prénom. Et c'est seulement une fois que vous avez franchi ce champ de formulaire qu'on vous donne la consigne. C'est-à-dire on vous demande de réaliser un exercice, et c'est seulement une fois que vous avez réalisé l'exercice qu'on vous dit comment il faut le réaliser. Donc ça, c'est absolument, c'est pas cohérent du tout. Oui. On doit vous dire, avant que vous arriviez sur le champ d'édition, qu'est-ce qu'on attend de vous? Le prénom, ok. Quelles lettres sont admises, pas admises? Est-ce qu'il est obligatoire, pas obligatoire, etc. Vous devez le savoir avant de remplir ce champ. Là, on a évoqué 3-4 erreurs régulières. Est-ce que vous en avez une petite dernière? Oui, les CAPTCHA, on va en parler. Oui. Alors les CAPTCHA, il y a différents soucis par rapport à ça. Quand vous avez une image dans laquelle il faut reporter du texte dans un champ d'édition. Par exemple, où est-ce qu'il y a des vélos sur des portions d'image? Alors ça c'est pas réalisable. Bah oui, ça, c'est pas réalisable parce que, si vous voulez, on peut pas mettre un alt sur l'image qui donnerait la réponse. Bah oui, c'est ça. Et puis surtout, on voit, c'est comme, il y a aussi comme CAPTCHA, des écritures très biscornues pour empêcher les robots de les lire et qu'on doit effectivement recopier dans un champ. Et là, c'est pareil. On peut pas décrire la réponse, en fait. Non, il faut que la description vous fasse comprendre qu'on est en situation d'un CAPTCHA, mais elle ne doit pas vous donner la réponse. Sinon, effectivement, le robot, il va aller récupérer la réponse tout seul. Ce qu'il faut tout simplement prévoir, c'est d'alternatives qui soient, elles, accessibles. Donc, l'alternative, ça peut être basculer d'un test visuel à un test audio, par exemple. Ah, et comment ça marche, ça? J'ai jamais vu, d'ailleurs. Oh, il y a là, c'est pareil, vous avez des services qui proposent ça. Je crois qu'il y a Google qui propose ce service-là. Et concrètement, ça se passe comment? Eh ben, en fait, vous avez un lien qui vous permet par défaut, on vous présente le test visuel avec le champ d'édition où il faut reporter l'information. Vous avez un lien qui vous permet de basculer sur un test audio. Ouais. Et ensuite, vous avez donc toujours ce champ d'édition. Vous avez la possibilité de lancer l'audio et de recopier ce que vous entendez. Alors que, par exemple, vous entendez quoi? Genre une vache qui meugle, un truc comme ça? Par exemple, je crois que Microsoft utilise ça, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner 4 sons différents. Un tambour, une vache qui meug, comme vous dites, un train qui passe, parce qu'il y a la vache, donc pour le train qui passe aussi. Oui, logique. Et on va vous demander de reporter le numéro du son qui correspond à un tambour, par exemple. D'accord. Ça, c'est plutôt très bien fait. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est proposer un test audio qui ne soit pas dans la langue de l'utilisateur. Ah oui, c'est sûr. Et ça, on le rencontre souvent. Ah, c'est vrai? Bah oui. Ah, j'imagine que donc c'est souvent en anglais, alors. C'est souvent en anglais, oui. D'accord. Alors, petite question, une des dernières questions. Comment les entreprises peuvent se mettre en conformité et améliorer leur site Internet? Quelle est la démarche à suivre? La démarche, c'est tout simplement la première des choses, c'est de faire un audit. Comme on a fait. Comme vous avez fait. Alors, on va pas le faire n'importe quand. Si vous avez prévu de retravailler votre site ou d'apporter de grosses modifications, on va attendre que ça soit fait. Pour faire l'audit,
En revanche, ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes en train de développer votre service en ligne, ne pas forcément attendre l'audit pour être cadré, mais demander un accompagnement au préalable. À qui on peut demander cet accompagnement? Généralement, les sociétés qui font de l'audit ont des formateurs qui sont capables de vous former et de vous accompagner sur ce qu'il faut. Oui, parce que c'est vrai que, par exemple, moi, j'avais trouvé, quand j'ai créé le site Internet à la base, il y a maintenant 5 ans, j'avais trouvé un document avec justement les bonnes pratiques à faire. Ça ne m'a pas empêché d'être à 50% à la côté de la plaque, en fait. Donc, oui, c'est vraiment, il faut être accompagné. En fait, si vous lisez le RG2A, vous allez vite comprendre qu'on ne comprend rien. Oui, et je voulais pas le dire comme ça, mais oui, vous avez raison. Mais non, parce que ce référentiel-là, c'est un référentiel qui date maintenant, donc il a évolué. Donc, quand on a introduit de nouvelles choses, on était un peu coincé parce qu'on avait introduit les années précédentes. On a des formulations qui sont un peu alambiquées, etc. Donc voilà, il faut. Je pense qu'une formation pour réaliser un audit, ce qui va vous permettre de découvrir le RG2A, de le comprendre, c'est pas inutile. D'accord. Ok. Merci. Alors je vais vous poser la dernière question parce s'il n'y a pas de questions dans le chat, alors je vois que pas mal de gens trouvent ça très intéressant. Par exemple, il y a Ampoule Félé qui dit qu'elle n'avait aucune idée de tout ça et qu'elle trouve que c'est très intéressant. J'ai eu plusieurs commentaires comme ça dans le chat, donc c'est que ça a fait mouche, mais pas de questions. Donc voilà, c'est que vous expliquez tout très bien. Ou alors que les gens comprennent rien. Mais il le dirait, je pense. J'espère. Parce que quand il y a eu les acronymes là où je me suis trompée, quand il y a un acronyme en général, on oublie d'expliquer ce que c'est et les gens le demandent dans le chat. Ils sont pas timides là-dessus, vous inquiétez pas. Alors pour conclure cette heure, quelle est la question que je n'ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre? Et si je vous dis que vous avez posé toutes les questions auxquelles je m'attendais? Ouais, mais c'est peut-être pas forcément les questions que vous auriez aimé avoir. Peut-être il y en a une que vous aimeriez avoir que j'ai pas posée. Alors moi, j'aimerais 2 choses. Un, lancer un appel. Ouais. Allez-y, bien sûr. À la fin. Et la deuxième chose, c'est le constat qu'on fait aujourd'hui de l'accessibilité. Oui. Aujourd'hui, on a beau avoir des lois, personne. Enfin, il y a des gens, il y a des organismes qui sont censés contrôler que la loi est bien appliquée. Il y en a 5. Je peux citer l'ARCOM, je peux citer l'ARCEP, et il y en a 3 autres, la DGCCRF, et 2 autres qui sont liés à tout ce qui est banque. Alors l'ARCOM, je sais, c'est pour tout ce qui est médias, c'est ça? Alors l'ARCOM, elle va plutôt auditer tous les sites d'information. Ah, d'accord. La DGCRF, elle va auditer tous les sites de e-commerce, pour faire simple. Et l'ARCEP, elle va auditer tous les sites qui sont en lien avec la communication. D'accord. Quand je dis communication, ça peut être votre opérateur Free, SFR et autres. Ou les réseaux sociaux, peut-être? Les réseaux sociaux... le problème, c'est qu'on n'a pas de réseaux sociaux français. Ah oui, d'accord. Et que du coup, ces réseaux sociaux n'appliquent pas le RG2A, ne sont pas tenus d'appliquer le RG2A. Ah oui, d'après la définition qu'on a donnée tout à l'heure, effectivement, ils ne sont pas dedans. Oui. Les WCAG, qui est le référentiel international. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, concrètement, ces organismes-là, soit ils font pas leur travail, et j'en doute, parce qu'ils doivent quand même faire leur travail. Je dirais plutôt qu'ils n'ont pas forcément les moyens de faire leur travail. Et du coup, c'est toujours la même chose en France. On met des lois en place, mais quand il faut mettre les moyens en face pour les faire appliquer, il n'y a plus rien. Donc, c'est toujours la difficulté. Et puis encore, il y a des sites qui sont tenus de contrôler d'autres sites, mais qui eux-mêmes ne sont pas accessibles. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un peu malvenu. Oui, c'est le cordonnier mal chaussé. Ouais. D'accord. Et donc, l'appel, moi, que je voulais lancer, c'est que si il y a une société qui souhaite recruter quelqu'un pour chapeauter un peu l'accessibilité dans ses murs, moi, je suis disponible, tout simplement. Donc, ça peut être une société basée à Metz ou même à Nancy. Ça peut être une société basée bien au-delà, parce que maintenant, on peut travailler aussi en distanciel, voire même en hybride. Donc, voilà, moi, je lance une bouteille à la mer. Vous avez bien raison. Alors, si jamais vous êtes concerné, que vous êtes intéressé par le profil de Yann, vous pouvez écrire à Cap Emploi 57, je recevrai l'information et je pourrai du coup vous la transmettre.
Et puis envoyez donc du coup vos coordonnées. Hein, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Je donne votre adresse mail, votre numéro de téléphone, je donne quoi? Numéro de téléphone, adresse mail. Ouais, je donnerai les deux. Ok, ok, très bien, on fait ça. Moi, je sais déjà. Donc, du coup, si jamais vous êtes intéressé, hein, vous pouvez nous contacter. On passera le relais avec un immense plaisir. Donc, merci beaucoup, hein, Johan. C'était vraiment. De rien, c'est moi qui vous remercie. C'était vraiment très, très intéressant et oui, ça fait un moment qu'on se connaît, hein, parce qu'avec les audits et tout, moi je trouve qu'on a bien travaillé, que c'était vraiment super, super enrichissant pour nous d'avoir votre expertise. Donc du coup, restez avec nous parce que bientôt on va parler des appuis spécifiques avec Morgane et surtout à la fin de l'après-midi, on va faire un quiz scout. Donc il y aura un lot à gagner, hein, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez participer en direct. Mais avant ça, donc restez avec nous parce qu'on va revenir d'ici 5 minutes. On a un petit reportage sur un maintien en emploi réussi à vous montrer. Voilà, merci à tous. Bonjour, je m'appelle Dominique Boucher. Je suis agriculteur en polyculture élevage à dominance laitière. Donc tous les matins, dès mon arrivée, donc dès 7h du matin, on vient à la ferme pour soigner les bêtes. Donc avec le troupeau vache laitière, on s'occupe du raclage de l'ensemble du troupeau avec le paillage des logettes. Ensuite, on donne la buvée à chaque veau qui est dans les 2 mois après vélage, donc on leur donne à boire au seau. Et ensuite, on alimente l'ensemble des bêtes qui sont sur la ferme, donc 300 bêtes. Bonjour, je suis Nathalie, chargée de mission ergonome pour le service maintien dans l'emploi de Cap Emploi Moselle. J'ai donc rencontré Monsieur Boucher sur son exploitation à l'occasion d'un rendez-vous où il a pu me faire part de sa situation professionnelle et de santé. C'est un monsieur qui souffre de diverses pathologies. Il a eu un accident du travail, une chute d'échelle qui a provoqué des lésions et des problématiques d'ordre TMS, troubles musculo-squelettiques, mais il souffre également d'autres pathologies plus chroniques qui génèrent sur son poste de travail de la fatigabilité notamment. Suite à ma maladie, j'ai été suivi par l'assistance sociale de la MSA et elle m'a dirigé vers Cap Emploi qui est venu vers moi pour faire un aménagement au niveau de mes postes de travail. L'activité la plus délétère recensée étant l'affouragement de la nourriture des animaux, nous avons axé notre travail sur cette activité-là. Donc auparavant, au niveau de tout ce qui était affouragement au niveau des bêtes, on avait un bol où on chargeait, avec un tracteur, on chargeait les ensilages, la farine, les céréales, le foin, la paille. On avait beaucoup de circulation, beaucoup de montées et descentes des engins agricoles et on courait un peu dans tous les sens qui prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Suite à cet aménagement, on a réfléchi pour installer un robot d'alimentation pour éviter toutes ces contraintes. En collaboration avec l'agriculteur, nous avons pu identifier des techniques de compensation matérielle, notamment un système de cuisine robotisé qui permet d'achalander la nourriture des animaux directement dans leur box. Cette technique permet en effet de réduire fortement l'ensemble des contraintes au poste, notamment les contraintes de gestuelle manuelle, mais également de fatigabilité et de charge de travail. En effet, l'exploitant a la nécessité de pouvoir avoir des temps de repos complémentaires et également des temps de soins sur son activité. Cette avancée technique permet en effet à l'exploitant de réduire ses contraintes au poste. Cap Emploi est venu me visiter, le dialogue s'est vite instauré, on a réussi à trouver des solutions et un financement qui était adéquat à la problématique. Nous avons essayé de voir les capacités financières de l'exploitant, mais également de solliciter les aides financières qui permettent de compenser la stricte compensation du handicap auprès de l'AGFIP. Nous avons donc constitué un dossier de demande d'aide financière auprès de l'AGFIP sur la base de la compensation du handicap qui a été validé.
L'exploitant a donc pu faire l'acquisition de cette nouvelle technique qu'il a mise en place, qui fonctionne actuellement et qui lui permet de poursuivre son activité professionnelle dans les meilleures conditions possibles. Merci à tous de m'avoir écouté. Bonne journée.